Parlons douleur, un balado du Réseau québécois de recherche sur la douleur. À chaque épisode, on discute avec des mots simples des dernières avancées avec des invités du milieu de la santé et de la recherche. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Reza Azrati et je suis une étudiante au doctorat en neurobiologie à l'Université Laval. Dans cet épisode de Parlons douleur, on va parler de la différence de sexe et genre dans la douleur. Cela signifie qu'en raison de différences physiologiques connues et inconnues entre les hommes et les femmes, ils ne ressentent pas la douleur de la même manière. Pour référence, au cours de ce balado, je vais utiliser une partie des informations présentées dans l'article de Dr. Jeffrey McGill de l'Université McGill. Je veux commencer par mentionner un gros problème. Bien que la plupart des patients souffrant de douleurs chroniques soient des femmes, la littérature préclinique concernant le traitement de la douleur et la pathophysiologie de la douleur chronique est historiquement dérivée de l'étude de rongeurs mâles. Une récente méta-analyse d'études épidémiologiques a conclu que la prévalence des personnes qui déclarent ressentir les symptômes de la douleur chronique par questionnaire est 20% plus élevée chez les femmes que chez les hommes, et celle-là est 38% plus élevée dans les entrevues téléphoniques. Alors, pourquoi les chercheurs précliniques préfèrent-ils étudier des animaux mâles? Il est possible que le parti pris en faveur des sujets mâles s'explique par une certaine inertie, renforcée par l'idée que les données provenant du sujet femelle présenteraient une plus grande variabilité en raison du cycle des hormones gonadiques. Aussi raisonnable que cette attente puisse paraître, un certain nombre d'analyses, y compris des études spécifiques dans le domaine de la biomédecine, ont maintenant démontré empiriquement qu'elle est fausse. Cela ne veut pas dire que les hormones de cycle œstral ne produisent pas des variabilités auxquelles ne modulent pas la douleur. Cependant, cela suggère que cette variabilité ne l'emporte pas sur les sources de variabilité. La grande majorité, plus de 85%, des différences quantitatives entre les sexes dont le comportement face à la douleur aiguë et chronique reflète une plus grande sensibilité chez les humains et le rongeur femelle. De l'autre côté, les mâles sont plus sensibles aux analgésiques à l'auteur de 77% comparé aux femelles. Même si une partie de différence que nous observons dans la sensation de douleur est due de différences génétiques, moléculaires et cellulaires qui existent entre les sexes, il existe d'autres paramètres que nous devrions également prendre en compte, tels que les différences psychologiques, psychosociales, sociales et culturelles. Par exemple, les croyances publiques et les attentes des autres peuvent modifier la réaction d'une personne souffrant de douleur. Il est même démontré que le fait que l'examinateur soit un homme ou une femme peut affecter la réaction des personnes confrontées à la douleur. Par conséquent, la différence du sexe dans la douleur est un sujet complexe qui doit être étudié plus en profondeur. Cette année, le Congrès mondial de la douleur a eu lieu à Toronto pendant 4 jours en septembre. Cela m'a donné la chance de connaître les avancées scientifiques sur le thème de la douleur et d'interagir avec les différents participants de ce congrès travaillant sur la différence de sexe dans la douleur chronique. Pendant ce congrès, j'ai eu la chance de discuter avec le Dr Yves Desconin, qui est professeur au département de psychiatrie et de neurosciences de l'Université Laval et chaire de recherche du Canada sur la douleur chronique et directeur scientifique du Centre de recherche Cerveau. Bonjour, Dr Desconin. Merci de nous donner votre temps malgré le fait que vous êtes très occupé. Pouvez-vous nous dire sur quoi vous travaillez dans votre laboratoire? Mon équipe essaie de comprendre comment est-ce que le système nerveux se transforme dans des conditions de pathologie qui font qu'on peut développer des douleurs chroniques. L'enjeu, c'est que pendant longtemps, on a pensé que la douleur, qui est un système d'alarme, ne fait que refléter un dommage ou un problème dans notre corps. La douleur, c'est un système d'alarme, en effet. Mais ce que mon équipe, des travaux sur lesquels on a travaillé, nous autres, les sujets sur lesquels on a travaillé depuis un nombre d'années et d'autres laboratoires, ont permis de mettre en lumière que, en fait, beaucoup de syndromes de douleurs chroniques
implique une transformation du système nerveux central, de la moelle épinière et du cerveau, qui fait que le signal qui provient de notre corps est mal interprété par notre cerveau. Ça, c'est une reconnaissance que la douleur chronique est une maladie en soi. Ce n'est pas seulement la conséquence d'une autre maladie, c'est une maladie, c'est un problème auquel il faut s'attaquer directement. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui déraille, qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui est altéré dans le système nerveux central, dans notre cerveau, et qui fait qu'on a une perception de douleur à quelque chose qui normalement ne devrait jamais produire de la douleur. En effet, c'est intéressant comment vous avez expliqué la douleur et le problème que cause ça. Comme on sait, douleur chronique comme maladie affecte plus les femmes. Mais d'abord, puisqu'on est dans la dernière journée de congrès, comment vous avez trouvé les présentations et les affiches jusqu'ici? C'est toujours fascinant, le congrès mondial, parce que le problème de la douleur est un problème qui est tellement multidimensionnel, multifactoriel. On est vraiment exposé à une variété de choses très, très, très grandes. Ça va d'essayer de comprendre la neurobiologie, la biologie de la mécanisme de la douleur, jusqu'aux aspects psychosociaux, la diversité, toutes les approches qu'on peut utiliser pour essayer de comprendre d'une part la douleur et aussi la traiter. On développe de plus en plus une approche extrêmement multimodale pour traiter multi-interventionnelle, etc., à différents niveaux, que ce soit la pharmacologie, que ce soit la psychologie, que ce soit toutes sortes d'aspects de la psychologie, ça soit toutes les problématiques sociales auxquelles les gens font face, qui sont responsables d'aspects de la douleur anormale. Donc c'est fascinant à ce congrès-ci de voir tous ces gens-là converger, échanger là-dessus. Des cultures très très différentes, des angles d'approche très différents. Il faut vraiment essayer de faire en sorte que ces gens-là réussissent à se parler. C'est pas facile. Amener les gens ensemble au même endroit, c'est très important pour déclencher toutes ces discussions-là. Oui, sûrement. Je pense aussi qu'on a besoin de plus améliorer la discussion entre les différentes disciplines travaillant sur la douleur, surtout entre les laboratoires et les cliniques. Et ce type de congrès peut nous aider pour ça. J'ai une question à propos de la différence de sexe et genre dans la douleur. Pensez-vous que ça existe? Et si ça vaut la peine d'investir dans la recherche sur ce sujet? Alors, c'est certain qu'un des sujets, et le domaine de la recherche sur la douleur chronique a été un des pionniers là-dessus, notamment au Québec et au Canada. Un des sujets qui devient très important dans le traitement des maladies, c'est la reconnaissance, bien sûr, que les processus peuvent différer entre les hommes et les femmes, entre les sexes d'une part, donc les différences biologiques, et aussi entre les genres. Il y a aussi les différences de genre. Moi, comme biologiste, parler des différences de sexe, des différences qui sont dues à la biologie, il y a une reconnaissance très importante dans la communauté scientifique que les racines de certaines pathologies peuvent être différentes chez les hommes et chez les femmes parce que leur neurobiologie, la neurochimie, l'organisation du système nerveux n'est pas exactement le même. Et c'est particulièrement important, cette reconnaissance-là, dans le domaine de la douleur, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de syndromes de douleur chroniques qui sont beaucoup plus, où il y a la prévalence est beaucoup plus grande chez les femmes que chez les hommes. Et alors, on a très longtemps seulement travaillé sur des sujets, sur des hommes ou même sur des mâles de bail dans le laboratoire, des souris de laboratoire, en se disant, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas de cycles hormonaux, donc il n'y a pas de variables qui viennent confondre un peu les conclusions. Mais les découvertes récentes qu'on a faites dans les 15-20 dernières années ont été très importantes pour sensibiliser la communauté scientifique au fait que il y a des découvertes qu'on a faites qui étaient chez les mâles, par exemple, où ça ne se transpose pas directement chez la femelle. Et ça, notre collègue Jeffrey Mogul à l'Université McGill a été un pionnier là-dedans, démontrer que certains processus qu'on retrouve, qu'on a mis en évidence chez les mâles, c'est pas la même chose chez la femelle. Moi-même, j'ai été impliqué, mon équipe a été impliquée très proche dans cette problématique-là, parce qu'un des mécanismes fondamentaux qu'on avait découvert plus de 15 ans de cela, qui impliquait le mécanisme d'inflammation au niveau du système nerveux central, impliquait un signal neurochimique qui causait une perte du contrôle inhibiteur au niveau de la moelle épinière, et que ce signal-là, finalement, il semble être différent chez les femelles. En fait,
fait, la première découverte de Jeff, ça a été de dire que le mécanisme d'inflammation central qu'on avait identifié chez les mâles, c'est pas lui qui est responsable de l'hypersensibilité au niveau de la moelle épinière chez les femelles. Nous, après ça, on s'est dit, bon, le mécanisme de désinhibition, l'inflammation qui amène à cette désinhibition-là, le mécanisme de désinhibition qu'on avait identifié, notamment avec une dérégulation de l'équilibre des ions chlorure dans les cellules, c'est très technique, mais peu importe. Ce mécanisme-là, on s'est posé la question, est-ce qu'il est pertinent aux deux sexes? Et ça, on a trouvé plus récemment que oui, en effet, le mécanisme de dérégulation, de la régulation des ions chlorure, est présent à la fois chez les mâles et les femelles dans les syndromes de douleur chronique. Ce que ça voulait dire, en fait, c'est que le chemin pour arriver à ce mécanisme-là est différent chez les mâles et les femelles. On a répliqué ça récemment avec une équipe d'Ottawa où on a vu, où ils ont été capables de faire des études sur du tissu humain et montrer que cette différence mâle-femelle, on la retrouvait aussi vraiment dans le tissu. C'est très important parce que souvent, ce qu'on trouve dans les souris de laboratoire, on se pose souvent la question, est-ce que c'est pertinent chez l'humain? Ce qui a ouvert la porte à dire, peut-être que, comme je l'ai dit, le chemin doit être différent pour arriver à cette dérégulation qu'on avait identifiée chez la femelle. Et à travers d'autres travaux avec une équipe du Texas, de Ted Price, on a identifié un autre facteur neurochimique qui, lui, semble être en action chez la femelle et pas chez les mâles, pour causer la dérégulation, encore une fois, de l'homéostasie des ions chlorure. Donc, ça illustre en fait qu'il y a une diversité entre hommes-femmes en termes de mécanismes cellulaires, en termes d'adaptation, des mécanismes qui amènent à une adaptation du système nerveux à des conditions d'adversité qui peuvent amener à la douleur chronique. Mais ça aussi met en valeur le fait qu'il y a des troncs communs, il y a des mécanismes communs, comme le mécanisme que nous avons identifié, la dérégulation des ions chlorure, il est commun aux deux sexes. Donc, la leçon de tout ça, c'est que c'est important de bien identifier les mécanismes chez les mâles et les femelles. On ne peut pas partir avec la prémisse que ce qu'on a trouvé chez un sexe est transposable à l'autre. Mais en même temps, même s'il y a une diversité de mécanismes, il y a aussi des troncs communs. Et c'est important de trouver les troncs communs parce que dans une perspective d'approche thérapeutique, essayer de s'attaquer aux troncs communs a des chances d'avoir plus d'efficacité de façon générale dans la population. Exactement. Je crois aussi qu'il y a des différences biologiques qui existent entre les femmes et les hommes, comme vous avez mentionné, pouvait être la raison du pourquoi les antidouleurs marchent mieux chez les hommes que les femmes. À côté de ça, je pense qu'il y a aussi des différences culturelles et psychosociales qui sont importantes pour déterminer nos réactions dans les situations variées. Par exemple, les attentes de la société par rapport à la sensation de douleur entre les hommes et les femmes peuvent être différentes. Comme dernière question, selon vous, quels sont les défis qu'on doit surmonter à l'avenir et dans quelle direction va-t-on? Le grand défi de la douleur et de la douleur chronique, c'est que c'est un problème extrêmement complexe, multifactoriel, multidimensionnel. On touche à la fois à la perception sensorielle et aussi aux émotions, à la réaction, notre réaction à l'environnement, notre historique de vie aussi, que ça aille de la nutrition jusqu'à nos conditions sociales. Et c'est exprimé aussi de façon extrêmement diverse. La douleur chronique, il n'y a pas une seule douleur chronique, il y a plein de sortes de douleurs chroniques. On a tendance souvent à tout ramener ça à un seul libellé. Donc, un des grands défis, c'est de réussir à déchiffrer tout ça. C'est un des problèmes les plus complexes. Essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne et comment le cerveau tombe dans la maladie, c'est à peu près le problème le plus complexe de l'humanité en ce moment. Donc, il va falloir essayer d'allier nos forces de façon maximale pour pouvoir relever le défi de ce grand problème complexe-là, d'une part. Et d'autre part, il faut essayer de mieux définir la maladie à travers toutes ces manifestations, réussir à faire travailler ensemble des gens qui sont dans des disciplines extrêmement différentes et aussi, une fois qu'on a reconnu toute cette diversité de pression de la maladie, essayer de déchiffrer tous les mécanismes très complexes qui peuvent amener à la maladie. Le travail qu'on fait, la différence entre les hommes et les femmes, illustre justement que la même maladie peut s'exprimer de façon très différente d'une personne à l'autre. Donc, ça augmente le défi justement de la thérapeutique. Il faut aller vers des thérapeutiques qui sont de plus en plus ajustées à la personne dans son état, la personne en fonction de son historique, de sa situation sociale, etc. Donc, c'est des problèmes extrêmement complexes. Il faut, comme société, qu'on s'y attaque de façon majeure parce que c'est le bien-être de nos compatriotes là, qui est en jeu et on sait que la douleur chronique, c'est une condition
condition est extrêmement dévastatrice pour les gens. C'est extrêmement prévalent dans la population. On sait que plus d'un quart de la population de chez nous, là, c'est une personne sur 4, une personne sur 5 au pire, va vivre des périodes de douleur chronique à un moment donné dans leur vie. Donc c'est énorme comme fardeau. Mais en plus du fait qu'il y a un très grand nombre de gens qui sont affectés, la douleur chronique en soi est aussi extrêmement dévastatrice dans la vie des gens. Donc c'est un problème très important, très urgent, socio-économique aussi très important aussi parce que ça touche aussi à l'efficacité là, de notre corps de travail, hein, la productivité des gens au travail. Les gens qui tombent dans les problématiques de douleur chronique, ben, c'est aussi une perte de jours de travail très importante, la douleur chronique. Les impacts socio-économiques sont énormes. Donc, c'est important de se mobiliser pour y travailler, mais le défi, ça va être aussi de le faire en réussissant à aligner une énorme diversité d'approches ensemble. Ça rend le problème, bien sûr, aussi bien intéressant à cause de ça. Je ne doute pas que la douleur chronique et tous les paramètres qui l'affectent sont très complexes et je suis d'accord avec vous que médecin personnalisé est très important. Enfin, je vous remercie de partager vos informations qui proviennent de plusieurs années d'expérience avec nous et je vous souhaite une bonne fin de congrès. Allez, merci. Après mon discussion avec Dr. DeConninck, j'ai eu la chance de parler avec Dr. Jeffrey McGill, qui est professeur au département de psychologie de l'Université McGill et titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique de la douleur, et qui partageait avec nous son opinion à propos de différences de sexe dans la douleur chronique. Le laboratoire de Dr. McGill travaille sur des recherches précliniques visant à identifier les gènes impliqués dans la douleur et de nouvelles cibles pour développer de nouveaux types d'analgésiques. Il se concentre également sur les facteurs qui peuvent affecter le résultat des expériences et il a publié plusieurs articles sur le sujet des différences de sexe dans la douleur et il est mondialement bien connu pour ses réalisations scientifiques. Je lui ai demandé son avis autour du sujet de différences de sexe et genre dans la perception de la douleur et il pense que pendant plusieurs années, nous avons négligé cet élément et nous n'avons pas d'autre choix que d'investir. Il a mentionné que les nouvelles données que les gens publient montrent que tous les gènes exprimés dans une situation douloureuse, dans les animaux et dans les humains, sont totalement différents chez les hommes que les femmes. Ensuite, je lui ai demandé s'il y avait des découvertes récentes qu'il trouvait intéressantes. Il a mentionné un séminaire présenté par Dr. Ted Price à ce congrès qui portait sur l'expression des gènes dans les neurones humains provenant des personnes ayant fait don de leurs organes à la recherche. Il a été impressionné par les données montrant les différences entre les sexes dans la relation entre le système immunitaire et nerveux. Aussi, il croit que l'intégration des patients dans la recherche est très importante pour l'avancement dans le domaine, car ce sont les patients qui savent les informations intimes et détaillées, même plus que leurs médecins, à propos de leur maladie. Par la suite, j'ai questionné Dr. McGill sur l'importance des recherches précliniques et selon lui, l'objectif principal de la recherche préclinique est l'application clinique. Mais au cours des dernières décennies, les essais cliniques n'ont connu que peu de succès en raison de médiocrité de la recherche préclinique et nous comprenons maintenant l'importance des études précliniques. Par exemple, nous devons être attentifs au choix d'animaux adaptés à des contextes et des conditions spécifiques d'expérience. Dr. McGill pense que pour l'avenir du domaine, comme la plupart des recherches ont été effectuées sur les mâles, nous ne savons presque rien de la biologie féminine. Et comme la majorité des patients souffrant de la douleur chronique sont des femmes, nous devons mener des études plus approfondies sur les femmes et nous avons beaucoup de retard à rattraper. Après ma discussion avec Dr. McGill, j'ai participé dans des sessions d'affiches où les étudiants présentent leurs projets de recherche et échangent leurs connaissances avec les autres scientifiques. Là-bas, j'ai rencontré Sarah, qui est une étudiante en France et qui partage avec nous son avis sur le congrès. Bonjour Sarah, ça va bien? Oui, ça va et toi? Oui, merci. J'ai quelques questions pour toi à propos du congrès. Comme tu viens de France et tu participes ici comme présenteur d'un poster. Oui. Comment tu as trouvé le congrès jusqu'ici, la présentation et le poster? Alors, j'ai trouvé ça très bien et le fait qu'il y ait des sessions complètement dédiées au poster, je trouve ça bien aussi. Alors, c'est mon premier congrès, donc j'ai pas d'autre expérience. Super. Et est-ce que tu penses que dans ce type de rencontre, que le clinicien peut rencontrer les gens qui font la recherche fondamentale, ça peut être utile pour avancer le domaine de douleur en général?
Oui, clairement. Oui, je pense que c'est important d'avoir les deux pendant, la recherche scientifique et aussi le clinique, que les deux parties parlent ensemble et discutent, parce que nous, on voit pas les patients, mais eux ne sont pas aussi en labo, donc c'est cool de discuter de tout ça ensemble et d'avancer ensemble. C'est parfait. Et qu'est-ce que tu penses à propos de fait que d'avoir ce type de congrès, est-ce que ça peut nous aider à régler les problèmes dans la clinique avec les patients ou non? Qu'est-ce que tu penses à propos de ça? C'est toujours quelque chose de bien d'avoir ce type de congrès et de en discuter avec plein de personnes, d'avoir des professionnels qui se rencontrent aussi pour parler de leur expérience personnelle, à travers le monde aussi. Donc si, je pense que c'est important quand même. Est-ce qu'il y avait un sujet particulier que ça t'intéressait ou ça t'a surpris comme une découverte ou un sujet intéressant? Alors, moi, je fais beaucoup de douleurs viscérales, donc je me suis quand même beaucoup intéressée à ce qui touchait à la douleur viscérale ici dans ce congrès. Moi, je suis éloignée un peu de la clinique au final, mais c'est intéressant, très intéressant. En effet, c'est quand même un grand domaine Oui, c'est ça. très vaste. Merci Sarah de nous donner ton temps. Avec plaisir. J'espère que tu vas amuser beaucoup à ton temps. Merci beaucoup. Maintenant, on se trouve à la fin de cet épisode de Parlons de douleur. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis d'en savoir plus à propos de la recherche sur la douleur. Si vous avez des questions ou si vous désirez des informations supplémentaires, contactez le Réseau québécois de recherche sur la douleur qui seront ravis de vous aider. Merci d'avoir écouté Parlons douleur. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer un épisode et à partager le balado avec vos amis. Pour plus d'informations, visitez notre site web rqrd.ca ou encore notre chaîne YouTube en cherchant Réseau québécois de recherche sur la douleur. À la prochaine!